On est entré dans un processus où l'impérialisme le plus puissant dans une période de crise est conduit à la guerre permanente. Je crois que c'est Bricmont qui disait ça dans un de ses articles, mais il n'exagère en aucun cas. Quand vous regardez ce qui s'est produit depuis la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire au fond depuis qu'a disparu un des éléments de ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. Les États-Unis, qui n'ont plus cette abominable Union soviétique par laquelle ils expliquaient évidemment toutes les guerres qu'ils étaient obligés de mener. C'était à cause de l'Union soviétique qu'ils étaient entrés en Corée, c'était même la Corée du Nord qui avait attaqué la Corée du Sud. On ne va pas faire la guerre de Corée, mais on apprendrait des choses intéressantes. C'était toujours la faute de l'Union soviétique. Plus de l'Union soviétique. Ça a diminué les guerres? Non. Ça les a intensifiées pour une raison très simple. Ça aurait été un autre pays que l'Union soviétique, ça aurait été la même chose. On a une puissance en déclin, qui est d'ailleurs en déclin depuis les années 1950. De manière toute bête, un déclin, vous savez, ça se mesure comme c'est mesuré le déclin de la Grande-Bretagne. À partir du moment où vous représentiez une partie pratiquement majoritaire de la production mondiale, et où vous cessez d'avoir une part qui se majore dans la production mondiale, mais vous tombez dans la période où votre part ne cesse de baisser, ce qui s'est passé depuis le début des années 50, vous entrez en déclin. Nous avons les capacités d'influer sur les décisions des Nations Unies. Nous avons les capacités, grâce à notre puissance politique et financière, d'influencer certains pays à suivre notre façon de penser. Nous avons d'énormes pouvoirs. Mais dans le même temps, parce que nous sommes une superpuissance, nous faisons parfois peur. Et la doctrine de la guerre préventive est précisément le genre de choses qui effraie les autres pays. Et je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter quand un pays annonce qu'il peut en attaquer un autre de façon préventive. Je pense qu'il y a un vrai danger que nous soyons vus comme des rouleaux compresseurs. Dans le monde entier, on croirait que nous pouvons décider d'attaquer n'importe où, que nous sommes capables d'attaquer un pays plus faible que nous considérons comme une menace. Et la question qui se pose évidemment est, qui est le prochain sur la liste? Les États-Unis ont mené des guerres. Je ne sais pas si on peut appeler la guerre du Vietnam autre chose qu'une guerre préventive. Enfin, ou si vous voulez, les États-Unis ont attaqué. Ils n'ont pas. Ils ont développé quelque chose qui a tout à fait convaincu leur population et dont leur Congrès a fait semblant d'être convaincu, c'est-à-dire que ils ont fait ce qu'Hitler avait fait pour la Pologne. Ils ont dit que les Nord-Vietnamiens les avaient attaqués. C'était pas vrai. C'est eux qui les avaient attaqués. Donc les États-Unis ont déjà mené des guerres préventives. Ils n'ont jamais été attaqués, de toute façon. Bon. Mais une idéologie de la guerre préventive, comme celle à laquelle on assiste depuis un certain temps, et pas seulement cette guerre-là, je dois dire la guerre qui a été faite aux Yougoslaves, je ne vois pas d'exemple depuis les années 30, avec ce caractère systématique. Pas la pratique, je le répète, la pratique, les États-Unis sont des habitués de la guerre préventive. De toute façon, ça va de soi. Personne n'a jamais mené la guerre sur leur territoire. Et donc là, j'ai analysé comment les médias belges et français, Le Monde, TF1, France 2 et les équivalents en Belgique nous avaient manipulés avant et pendant la guerre. Et j'avais un peu lancé un appel en disant il ne faut pas espérer que les médias vont se réformer, ce n'est pas des erreurs de journalisme, ça fait partie d'une guerre de l'information pour justifier les politiques de leur gouvernement, de leur multinationales. Et donc j'appelais à un développement de l'info alternative, mais tout ça c'était avant Internet, donc je ne vais pas dire que c'est tombé dans le vide, mais il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour le réaliser. À partir des années 2000, avec le développement d'Internet et de la participation des gens à Internet, je pense qu'un mode d'information alternative, de vérification de l'info et de diffusion de ce que les médias nous cachent est devenu possible, et ça c'est quelque chose de très positif. Il y a eu ça dans différents pays, notamment avec le réseau Voltaire, qui a diffusé beaucoup de bonnes informations. Je ne partage pas forcément toutes les thèses de Thierry Messant sur le 11 septembre.
Honnêtement, on me pose souvent la question et je dois dire que n'ayant pas eu le temps d'étudier ces questions comme il le faudrait, parce que c'est des questions compliquées et ça demanderait, à mon avis, un an d'études à fond pour se faire vraiment une idée. Donc je n'ai pas eu le temps de le faire, j'ai pris d'autres priorités. Donc je n'ai pas un avis définitif là-dessus et sans partager toutes ces thèses là-dessus, je pense qu'il a fait un travail pour proposer aux gens de réfléchir autrement, de s'informer ailleurs, et ça c'est positif. Mais bon, récemment, j'ai pas suivi beaucoup. En fait, il diffuse assez peu pour le moment, donc ça c'est... Je vois qu'il y a des difficultés organisationnelles et autres pour continuer ce travail, donc j'attends comme vous. Oui. Alors, pensez-vous qu'avec une couverture médiatique plus juste, sans manipulation médiatique, bon, on aurait pu éviter ce genre de massacre? Je parle de la guerre à Gaza, là. Mais moi, je dis tout le temps que les guerres ne commencent pas avec des bombes, mais avec des médias mensonges. C'est-à-dire que les guerres sont possibles seulement à cause de l'ignorance et de la manipulation des populations. Vous savez, j'étais à Beyrouth il y a 3 semaines, encore pendant la fin des massacres contre Gaza, et beaucoup d'Arabes me demandaient comment c'est possible que les Européens ils tolèrent ça, une guerre aussi injuste, une agression aussi flagrante. Et je leur répondais, vous savez, les Européens, ils ne sont pas pires que vous, ils ne sont pas égoïstes ou indifférents, ni aux États-Unis, simplement, ils sont manipulés. Ils n'ont pas Al Jazeera, il y a peu d'Européens qui suivent Al Jazeera, donc ils ne voient pas la même guerre que vous. Ils ne voient pas les massacres, ils ne voient pas les crimes qui sont commis. Bon, finalement, c'est quand même un peu passé dans nos télés en Europe, parce que justement, il y avait Al Jazeera, il y avait toute une population d'origine arabe qui savait que sur TF1, France 2 et compagnie, on ne nous montrait pas vraiment la guerre. Puis il y avait Internet. Donc les médias ici ont bien dû en parler finalement, mais que ce soit au début ou à la fin, ils sont toujours restés sur une version de minimiser les crimes, de présenter ça comme des bavures, comme des dérapages. Israël est une démocratie, donc il fait la guerre proprement. Et surtout, de dire qu'Israël se défendait contre les roquettes, qu'en fait c'est le Hamas et les Palestiniens qui sont les agresseurs. Et donc, je pense qu'effectivement, la bataille de l'information, je veux dire, sans jeu de mots, c'est la mère de toutes les batailles. C'est-à-dire que les guerres ne sont possibles que si les opinions sont désinformées, parce qu'en plus, ce sont des guerres qui ne sont pas à notre avantage. Là, on touche à la question qu'est-ce qui se passe globalement au Moyen-Orient. La Palestine est au cœur de ce grand conflit-là. Et c'est un conflit nord-sud. Les États-Unis et les Européens, surtout les États-Unis, ont décidé que le pétrole leur appartenait partout dans le monde. Et donc, ils s'en prennent à Chavez. Dans les pays africains où on trouve du pétrole, dans les 5 minutes, vous avez les États-Unis qui veulent envoyer leur flotte ou installer une base militaire pour le contrôler. Et évidemment, au Moyen-Orient, là où il y en a le plus, bien sûr, ils ont commis des coups d'État, des guerres, des invasions depuis toujours. Et là, on est seulement dans les derniers chapitres de cette même histoire. Israël est en fait, comme je l'ai dit, le gendarme du Moyen-Orient, le flic du pétrole. Israël est chargé par les États-Unis et l'Europe d'empêcher les Arabes de résister au pillage du pétrole. Ça, c'est la mission d'Israël. Donc, si on disait dans les médias que c'est une guerre du fric, que c'est une guerre pour Esso, Shell et BP, et Total, à ce moment-là, les gens diraient non, ça c'est pas notre guerre, nous la payons, et en plus c'est nos enfants qui risquent d'être envoyés se faire massacrer dans ces guerres, et donc nous ne voulons pas. Donc, pour qu'il y ait une guerre économique, pour qu'il y ait une guerre des multinationales, il faut qu'il y ait des informations, il faut qu'il y ait médias mensonges.